intéressant, je te laisse nous en parler, hein. Et effectivement, quelqu'un qu'on a reçu dans l'émission. Du coup, on va reparler, comme la semaine dernière, de Didier Malfurion Raoult. Ça me permet de faire des vues et de me faire insulter par des cons. Vous savez à quel point je suis friand des deux. Donc, il y a une nouvelle vidéo par le collectif de youtubeurs IHU Méditerranée Infection sur YouTube qui nous parle de choses assez étonnantes, mais c'est vrai que c'est là-dessus que repose l'humour de leur émission. Donc, vers 6 minutes... il nous parle de l'hypoxie heureuse. Vous saviez, les gens qui ne présentaient pas de symptômes pulmonaires, mais en fait leurs poumons étaient en train d'être détruits. Du coup, c'était vers 6 minutes. Je vous mets le lien de la vidéo si vous souhaitez l'écouter ou même la visionner, hein, parce qu'il y a quand même un caractère hautement intéressant à voir Didier Raoult se frotter la barbe avec sa chemise à carreaux. C'est pas une critique, moi, le personnage de gueule, je trouve qu'il a l'air plutôt sympa, hein. Moi, s'il parlait d'autre chose que de médecine par les temps qui courent, j'aurais tendance à prendre des billets pour ses spectacles, quoi. Et salut Lydie qui nous Moi, j'aime bien rejoint. les bagouzes. Mmh. Ouais. J'aime bien les bagouzes de Raoult, il a une bagouze en Mmh. forme de crâne, je me dis: «Ça doit être super», tu te fais soigner par un Mmh. médecin qui a un crâne, Mmh. autour des doigts, tu vois? Ah ouais, moi C'est pas super rassurant, mais bon, moi c'est spontanément, stylé vraiment, quand même. c'est quelqu'un que je trouvais plutôt sympathique. Et puis, comme tout le monde, j'ai commencé par avoir de l'espoir. Je me disais, bon, bah, le mec, Mmh. il est bardé de récompenses, ça a l'air d'être quelqu'un de sérieux, il nous propose un truc, c'est un médicament qui est connu. Enfin bref, je vous renvoie à ma playlist, hein, je conclurai même là-dessus. Et donc, vers 6 minutes, il nous dit quelque chose. Alors, il commence, je trouve, un petit peu à essayer de réécrire l'histoire très proche de ce qui s'est produit pendant cette pandémie. Et donc voilà, juste quelques petits commentaires épars sur cette vidéo qui est un peu longue, qu'on va pas pouvoir s'apesantir sur tout, étant donné qu'il est déjà 18h34. On a Très bien. découvert, après les Chinois d'ailleurs, mais on a été les premiers à Est-ce que tu peux nous mettre l'image, Dai? connaissance. Je préfère Discord. éviter. Je préfère éviter de D'accord, mettre bon, vas-y, l'image. vas-y. Alors on écoute le son. On écoute le son. Si c'est possible. En Europe, Alors mets-nous bien fort le son qu'il parce y que là avait on pour trouve une un très fois une faible. discordance entre le fait qu'on n'avait plus d'oxygène dans le sang et Merci. qu'on ne s'en rendait pas compte. Non seulement on ne s'en rendait pas compte, mais on était plutôt bien parce qu'on avait une baisse du dioxyde de carbone, du gaz carbonique dans le sang, ce qui rend un peu euphorique. Et que donc on ne pouvait pas compter sur la perception des patients pour voir jusqu'à quel point ils étaient graves. Et Donc, ce que nous dit Didier Raoult, là, ici, c'est que c'était eux les premiers à avoir parlé de l'hypoxie heureuse. Et par rapport à ça, il nous met en lien... justement, il a fait un bouquin, justement, Carnet de guerre, qui récapitule un petit peu ses différentes interventions. 16 juin 2020, donc, où il parlait de cette hypoxie heureuse. Et donc, je vous ai retrouvé un lien qui en parlait avant lui. Donc, est-ce que c'était véritablement le premier? C'est bien qu'il en ait parlé, ceci dit, mais pourquoi s'en vanter? Il y avait déjà en début mai, le 8 mai 2020, l'hypoxie heureuse, le nouveau et mystérieux symptôme de la Covid-19, donc que je vous partage là aussi Donc, sur les deux c'est chats. le fait d'être sous-alimenté en oxygène et qu'ensuite quand on te redonne de l'oxygène, du coup, ça te fait une euphorie, un soulagement et que tu es super heureux, tu es super content, tu as l'impression de te sentir mieux, c'est ça l'idée? Non, c'est un niveau qui est anormalement bas en oxygène dans le sang. Ah d'accord, Du c'est coup. quand ton niveau est bas, d'un coup tu deviens, tu pars dans un délire un peu quoi? Pas tout à fait un délire, mais en tout cas, tu ne souffres pas de symptômes alors que tu es en train de te dégrader. Mais D'accord, OK. donc, OK, c'est ce dont il parlait, une désaturation en oxygène, intéressant. précisément. Donc voilà, donc sur le coup, je sais pas est-ce que c'est très intéressant de venir dire ah c'est nous les premiers qui avons parlé de ça, surtout quand c'est pas vrai. Mais bref, à la limite c'est un détail. Ensuite Raoult nous parle des variants. Sur les variants, il avait en fait il nous explique là aussi, oui j'ai été le premier à annoncer les variants. En fait il avait surtout expliqué qu'il n'y aurait pas de deuxième vague et déclaré après coup parce que quand il y avait une grosse flambée des cas et que la deuxième vague était impossible à nier, elle était même plus grosse que la première. Et du coup, après coup, pour se justifier, il avait dit, quand le nombre de cas explosait, qu'il s'agissait d'un virus différent. Donc d'une souche différente, hein, c'est ça que ça veut dire, un virus différent. Et donc il ne s'agit pas d'une souche différente, il s'agit d'un variant, tout simplement. C'est des variants, des mutations. En fait, tous les virus mutent tout le temps. Et ça, c'était pas du tout Didier Raoult à l'avoir dit, le premier que les virus mutaient. Spoiler alerte, tous les virologues le disaient déjà. On se demandait surtout à l'époque, c'est ce que je disais la semaine dernière, on se posait la question de est-ce que les mutations du virus vont être plus virulentes
moins virulente, plus contagieuse, moins contagieuse. En fait, c'était juste, on se posait la question de comment ça va muter. Mais est-ce que ça va muter? Évidemment. Donc là, c'est pareil. Est-ce que c'était vraiment très, très intéressant de venir dire, c'est nous qui l'avions dit depuis le début, quand c'était pas quand c'est pas le cas, que c'était pas les premiers, et qu'en plus c'est pas exactement ce qu'ils disaient, parce que se servir d'une justification hasardeuse pour expliquer une erreur passée, ça permet pas de se la ramener ensuite en disant oh, j'avais raison depuis le début. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Ensuite, à 27... C'est comme, ça me fait penser à Louis Fouché qui avait dit pendant tout l'été, il n'y aura pas de seconde vague, l'épidémie est terminée, pas de seconde vague, et qu'ensuite, une fois qu'il y a eu la seconde vague qu'elle était là, pendant l'été, il n'y en a pas eu, mais il avait dit il n'y en aura pas à la rentrée, c'est pas vrai, etc. Bon, ensuite, fin octobre, mi-novembre, face au fait accompli, il avait dit non, c'est pas une deuxième vague, c'est une recrudescence de la maladie. Ce niveau de langue de bois, je sais que j'ai déjà répété plusieurs fois, mais ce niveau de langue de bois, je trouve ça quand même. Voilà, c'est vrai, exactement, ça fait politicien en fait. Et je trouve dommage qu'on n'ait plus confiance en Macron, ça je trouve ça très bien, mais si c'est pour redonner sa confiance à des gens qui au premier gourou usent des venu, mêmes stratagèmes, voilà, des mêmes stratagèmes de vocabulaire, qui utilisent la même langue de bois pour servir d'autres intérêts, je vois pas vraiment le but en fait. Essayons de garder un esprit critique et de ne pas aller tête baissée, ni évidemment soutenir Macron qui est voilà horrible, mais ça on le sait tous, on l'a dit, c'est très clair. Il faut aussi voir les bêtises que disent les gens que parfois vous voulez nous pousser à soutenir aveuglément, quoi. Il faut faire attention en fait. Toute forme de soutien aveugle nous amène un peu dans le mur parce que ces gens-là, ils disent parfois n'importe quoi, littéralement. Donc voilà, quitte à dire n'importe quoi, que ce soit le gouvernement ou que ce soit des gens de l'IHU ou d'ailleurs, ben faut faire attention. C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Peut-être était-il depuis le début un adepte de Rémi Gaillard. C'est ça. L'avenir nous le dira. À 27-24, donc Malfurion poursuit. Je vous laisse écouter. Beaucoup à 40 et à la guerre. Oui. Ensuite, la délation. Un truc terrible. Le spécialiste de la délation, c'est un site qui se dit de contrôle, qui s'appelle Pire, dans lequel vous pouvez dénoncer de manière anonyme des erreurs que vous avez vues dans les travaux des autres. Si vous voulez, chez nous on appelle ça les corbeaux, les gens qui envoient des lettres anonymes comme ça pour dénoncer les gens. Vous voyez, ça c'était un des sommets de la guerre. J'ai un mépris absolument total pour ces gens. Je ne les crains pas et j'ai un mépris total. Mais je trouve que c'est excessif pour d'autres. Et donc voilà, en fait, carrément, ça lui fait penser à la guerre. Enfin, c'est fou le langage qui est utilisé. Donc bref, pour Malfurion, critiquer scientifiquement ses travaux sur un site qui le permet, Pire en l'occurrence, revient à, je cite, de la délation. Bref, des balances, des poucaves, ou, comme il le dit, des corbeaux. Or, les heures les plus sombres de notre histoire, tout ça. On n'est pas loin du point Godwin. À se demander si on parle toujours de controverses scientifiques et médicales ici, hein, ou est-ce qu'ils font un rap contender dans la cour de récréation. Mais ce que critique aussi le grand enchanteur phocéen, c'est le fait de critiquer ses travaux anonymement, parce qu'on va le voir, c'est important. Ça l'énerve beaucoup, parce qu'il peut, dès lors, plus menacer ceux qui le critiquent ou les poursuivre en justice, comme on l'a vu la semaine passée, comme on va le revoir ici. Parce que pour finir la vidéo, le célèbre youtubeur marseillais règle ses comptes avec ses opposants Twitter. Ouais, on n'est pas loin de Sir Gibbsy, hein, du drama. C'est vraiment... Hein. Et il déclare même la phrase qui va suivre. Alors je vous laisse l'écouter in extenso, c'est genre à partir de la 29e minute par là, et à 31-33 c'est là que le titre de ce live va prendre tout son sens, vous allez le voir. 31-33, j'ai hâte. Je l'ai. Pareil, il y a un autre qui écrit des trucs, qui a même proposé d'envoyer une voiture suicide sur l'IHU qui s'appelle Loni Besançon. Donc, mais qui c'est ces gens? C'est quoi? Ils recrutent ça dans les hôpitaux psychiatriques ou je ne sais pas ce qui se passe. Donc, quelque chose. Et puis, il y en a un autre là, qui dit qu'il était en classe et qu'il a fait son stage de sciences avec le ministre de la Santé et qui pense le défendre. Il s'appelle Guillaume Limousin. Bref, après, il continue. Et, alors, le passage le plus croustillant, c'est véritablement celui-là, je trouve. Donc il accuse, Didier Raoult, il accuse Loni Besançon. Alors Perron, ce qui est son bras droit, pointe lui du doigt Samuel Alexandre, hein, le médecin gilet jaune, donc de le menacer d'attentat à la voiture suicide. Donc je sais pas, une voiture bélier, je sais pas comment il compte s'y prendre. Donc Loni Besançon, hein, vraisemblablement célèbre terroriste expatrié en Australie. Merci Carnil qui donne 10 € à la rédaction, Daniel Vadamigo. Merci.
Du coup, qui est expatrié en Australie, qu'il était en Suède auparavant. Que je m'excuse, hein, du coup, d'avoir reçu sur mon antenne. Moi, je savais pas que c'était un dangereux terroriste. Bon, en réalité, c'est un post-doctorant en visualisation de données. On lui fait évidemment des bisous barrières. Alors, la raison, pourquoi est-ce que Malfurion parle d'attentat suicide à la voiture? Ça vient de ce tweet, ce qui n'a rien à voir avec Loni Besançon, hein. Sur le coup, il suffisait simplement de reprendre le tweet en question. Donc c'était en réponse à Samuel Alexandre. C'est pour ça que Perron parle de Samuel Alexandre, mais c'est pas Samuel Alexandre lui-même qui l'a dit, c'était en réponse à un de ses tweets. Samuel Alexandre qui disait: il est temps d'arrêter de laisser libre champ à tous les Perron, Toussaint, Raoult et désormais Fouché qui sont là pour vendre avec leurs égos surdimensionnés, jouant parfois la fausse humilité, Fouché ou pas du tout même, Raoult, mais qui avant tout n'en ont rien à foutre de vous. Et donc Adrien Maud qui avait répondu: mais comment faire? Attentat suicide contre Raoult, alors je sais pas pourquoi il en a déduit que ce soit avec une voiture. Boycott de CNews, Twitter et écrire pour informer, le choix est vaste. Visiblement il disait ça un petit peu ironiquement d'ailleurs. C'est pareil, je vous le partage le lien et j'essaierai de vous le remettre dans la rediffusion pour que vous puissiez vous y reporter. Donc ça vient de là, mais ce serait bien de checker un petit peu un minimum ses sources, s'il vous plaît, messieurs de l'IHU. Et merci Carnil qui fait un don de 10 € par ici double rinçage également. Merci beaucoup. Merci pour le double rinçage, la double dose. Merci beaucoup. Pour plaisir. La deuxième dose, oui. Comme ça, la piqûre de rappel. Ben, merci. Faites comme Carnil et faites comme Pierre. Faites des dons. Ça nous aide beaucoup, évidemment, puisqu'on parlait d'Automédia hier. Et bah, si vous souhaitez les aider, c'est une des manières, et pas l'unique. Hein, il y a plein de gens qui n'ont pas les moyens. Partagez, likez, commentez, en parlez autour de vous, le bouche à oreille. Ce genre de choses, ça nous aide tout autant. Ou presque. Et donc, voilà, bah écoutez, Loni qui a juste retweeté le truc laconiquement. Mais ouais, vas-y. Du coup, Loni, il a dit quelque part un truc de voiture bélier? Non, enfin, pas à ma connaissance. J'ai pas vérifié tous les tweets de l'histoire qu'il a envoyés sur Twitter, mais ça sent l'accusation en l'air quand même, quoi. Bah, ça sent, en fait, non, c'est simplement que le mec a confondu. C'est que en réponse à un autre gars qui n'est pas Loni Besançon, mais qui est plutôt d'accord, enfin en désaccord avec Raoult comme Loni Besançon, il y a un mec qui a retweeté un truc derrière. Il a vu, ouais, il parle de faire des attentats suicides contre moi. Et je sais pas, bah, en fait, vu qu'il devait être obsédé à ce moment-là par Loni Besançon. Faut dire que Loni Besançon lui en met plein dans la gueule aussi, hein, mais après, voilà, il le fait de façon sourcée et il n'accuse pas Raoult de vouloir faire des attentats suicides. Enfin bref, donc une vidéo quand même qui est plutôt amusante de Raoult. Je lui mets quand même un 8 sur 10, sachant que le 10 sur 10 n'existe pas. Le 9 sur 10, c'était quand même pour la chicha. Hein. La chicha, c'était quand même le meilleur sketch de Didier Raoult. Donc toujours premier sur l'humour médical, en tout cas sur YouTube. On vous invite à vous abonner à sa chaîne. Enfin, pour les personnes, je voudrais quand même finir là-dessus, pour les personnes qui me reprocheraient le ton volontairement léger de cette chronique, bah déjà, lisez la description de ma chaîne, et je les renvoie surtout à ma playlist Covid, du coup, sur cette même chaîne, où de nombreuses sources sont données dans les descriptions de chaque vidéo. Donc, tant qu'à faire, si vous voulez critiquer, vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec nous. Souvent, on parle avec des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, que ce soit à propos de politique ou de sujets qui ne le sont pas, ou qui ne devraient pas l'être, comme la science et la médecine. Et donc, je préférerais que vous critiquiez des sources qui sont données, des arguments pour contrer d'autres arguments, plutôt que venir me dire « Oui, vous êtes pour la pensée unique » ou ce genre de choses. Bref, dénigrez ce qu'on fait si vous le souhaitez, mais faites-le de façon précise, s'il vous plaît. Un minimum de respect. Et parce que j'ai traité plusieurs fois les controverses autour de Raoult et de l'hydroxychloroquine. Tant qu'à faire, autant ne pas constamment me répéter. Merci à toi, Général Pangolin. Petit déon pour montrer que l'on peut faire de la moula sur YouTube sans être anti-vax. Et ouais, et sans être rincé par des mystérieuses agences de com qui veulent que tu dises du mal d'un vaccin en particulier par rapport au Pfizer, du coup. Ouais, Lisandre. Non, j'avais rien à rajouter. Merci à Général Pangolin pour son don. Plaisir. Il a aussi doxé le nom d'un mec dans la déclaration. Au calme, nous dit Bélial. Je savais pas. Ah oui, non, par contre, oui, ce dont on a parlé la semaine dernière, je vous renvoie à la vidéo de la semaine dernière, c'est qu'ils avaient, Perron avait divulgué l'adresse des personnes contre qui il avait porté plainte.
Donc, par contre, il avait quand même, par acquis de conscience, précisons-le, il avait quand même modifié le tweet et flouté l'adresse dans un second temps. Mais bon, il y a plein de gens qui ont capturé évidemment le premier tweet pour montrer, ouais, regardez jusqu'où ces gens vont, quoi. Non seulement quand t'es pas d'accord avec eux, ils portent plainte. Quand tu le fais de façon anonyme, ils viennent te le reprocher. Bah ouais, mais si tu le fais pas de façon anonyme, le mec, il te menace, il essaye de te faire taire d'une manière ou d'une autre. Et du coup, c'est pour ça, on en parlait la semaine précédente, il y a des pétitions. Moi, j'ai signé celle qui avait partagé Loni Besançon, mais il en existe d'autres, pour protéger ce qui sont des lanceurs d'alerte. Je suis désolé, ça va embêter certaines personnes qui ne sont pas d'accord avec nous, qui vont dire qu'on est dans la pensée unique, que nous on pourrait dire qu'ils sont complotistes et on pourrait continuer à s'invectiver au lieu d'essayer d'argumenter. Ça va pas leur faire plaire, parce que il y a beaucoup de gens qui se qualifient de lanceurs d'alerte justement dans ces camps. Mais quand les réels lanceurs d'alerte se font calomnier, se font injurier, se font poursuivre en justice, se font doxer, est-ce que ce genre de choses est normal? Est-ce que ce monde est sérieux? Et je vous invite à nous donner votre avis, évidemment. Je me rappelle une femme, une médecin aux États-Unis, dont le nom ne me revient plus, c'était Rebecca quelque chose, je vous retrouverai le nom, je le mettrai en description, qui elle avait eu un raid de la police qui avait sorti leurs armes dans sa maison, enfin c'était assez terrible, parce qu'elle révélait les vrais stats du Covid que le gouverneur de Floride voulait cacher. Donc voilà, il y a des gens qui prennent vraiment des risques pour révéler la gravité de la maladie contre les intérêts politiques de certains. Et donc, voilà, elle a fait un Et travail il y a d'autres gens assez qui prétendent incroyable. être des lanceurs d'alerte et qui gagnent de l'argent en vendant des livres, des formations, qui se sont fait peut-être ban une chaîne YouTube ou un compte Facebook, mais qui continuent à vivre grassement sur le dos de la désinformation. Et je trouve ça toujours un petit peu dommage personnellement.